L'angoisse de la page blanche. Alors, cette vidéo est destinée avant tout aux gens qui sont en train de faire le deuxième labo sur les entrées-sorties bufferisées et qui sont un petit peu bloqués au démarrage du labo et qui ne savent pas comment commencer et comment attaquer le problème. Donc, c'est quelque chose qui est assez fréquent, quelle que soit la taille du problème qu'on cherche à résoudre. Assez souvent, on est un peu perdu au départ. Et donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous montrer comment moi j'ai attaqué le problème. Le but, c'est pas de vous montrer la solution, mais c'est plus de vous montrer par quelle réflexion et quel cheminement je suis passé pour pouvoir faire l'implémentation du labo. Donc c'est une façon de faire, peut-être qu'elle va marcher pour vous, peut-être que vous avez d'autres façons de faire qui marchent mieux pour vous, mais je pense que ça va peut-être vous donner certaines idées. Donc on va peut-être repartir du début du laboratoire et des objectifs. Donc vous vous souvenez qu'on vous a mis à disposition ce programme qui fait deux choses. D'abord, il génère des données aléatoires qui stockent dans un fichier. Et puis ensuite, il va relire ce fichier. Et dans cette classe ici, on utilise différentes méthodes pour écrire et pour lire les données. Certaines des méthodes utilisent des tampons, ce qui est censé améliorer les performances. Et ce qu'on veut faire dans le laboratoire, c'est vraiment mesurer les différences de performance pour pouvoir après les représenter et puis vraiment comprendre l'impact des choix qu'on fait en termes d'implémentation. Donc si vous vous souvenez, quand on exécute le programme, on a ces données qui sont affichées sur la console. Donc on arrive à déjà répondre à des questions. On voit que dans certains cas, l'opération d'écriture prend 17 secondes, alors que dans le meilleur des cas, elle prend 107 millisecondes. Donc on voit que la différence de performance, elle est vraiment énorme. Et ça, c'est lié uniquement à l'utilisation de buffers, ce qui en termes de code Java se traduit par simplement une ligne qu'on a rajoutée. C'est pas difficile puisque le gros du travail est fait par les classes Java, mais il ne faut pas oublier d'ajouter cette ligne et il faut bien sûr ensuite comprendre pourquoi le comportement est assez différent. Donc ce qu'on veut faire dans le laboratoire, c'est au lieu de simplement afficher ces mesures ici sur la console, ce qui fait que je peux les lire maintenant et on peut en discuter, mais c'est difficile de partager, c'est difficile de partager ces données. Et puis si je voulais les représenter graphiquement, ce serait difficile, il faudrait que je les saisisse à la main dans un tableur. Donc ce que j'ai envie, c'est de générer un fichier CSV où j'ai plusieurs colonnes séparées par des virgules. Et puis ensuite, sur chaque ligne, j'ai un enregistrement où je vais retrouver des valeurs pour chacune des colonnes. Donc, ce qu'on veut mettre en pratique dans le laboratoire, c'est des opérations de base sur les entrées-sorties. Comment est-ce que je suis capable d'ouvrir un fichier? Comment est-ce que je suis capable d'écrire une ligne dans un fichier? Et puis après, l'autre objectif, c'est d'analyser ce code ici et puis de bien identifier où on doit faire les appels. D'accord? Non, question, c'est maintenant comment est-ce que je vais démarrer, puisque ce que j'ai envie de faire, c'est de rajouter des classes, de définir des méthodes qui vont permettre, au lieu de simplement faire des sorties sur la console, de pouvoir envoyer les données structurées dans un fichier CSV. Ça, c'est la question et c'est ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines minutes. Donc, personnellement, quand j'ai ce genre de problème, j'aime bien démarrer avec un programme graphique ou avec un éditeur de texte. Et puis l'idée, c'est de commencer par
mettre les différentes choses qu'on va devoir faire. Donc on n'est pas en train de faire du code Java, on est plus en train de faire une liste de choses à faire, et puis au fur et à mesure, on va on va déléguer ces responsabilités, ces tâches à faire à des classes qui vont finalement devenir de plus en plus concrètes. Au départ, on ne sait pas vraiment où on va, mais c'est pas grave, on va commencer par faire une liste des choses qu'on a à faire, et puis vous allez voir que le design orienté objet, il va émerger de cette réflexion. C'est un peu ça qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, il ne faut pas avoir peur de ne pas réussir à faire la solution parfaite tout de suite. C'est en travaillant de manière itérative, pas à pas, que finalement on va avoir une solution et puis qu'on va pouvoir finalement améliorer sans arrêt. Donc, je me suis préparé ici des formes. Hein. Ça, c'est pas un éditeur UML, c'est juste un éditeur graphique. Mais comme ça, je vais pouvoir copier-coller les formes et puis faire mon diagramme. Donc, première chose qu'on va faire, on va discuter des responsabilités. Quelles sont les différentes choses qu'on va devoir faire pour pouvoir implémenter ce programme? Alors, une première chose qu'on va devoir faire, c'est de garder la trace des données qui sont générées pendant une expérience. Je vais marquer ça ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on fait une expérience, on va toujours faire varier différents paramètres, et puis on va faire une ou plusieurs mesures. Donc, dans notre cas concret, ce qu'on fait varier, c'est le type d'opération. Est-ce que c'est de la lecture ou de l'écriture? Ça va être le fait que j'utilise des entrées-sorties bufferisées ou pas. C'est le fait que je fais de la lecture byte à byte ou par tableau de byte. Et puis, si je fais de la lecture par tableau de byte, ça va être la longueur du tableau de byte que je vais utiliser dans ma boucle. Donc ça, c'est ce que j'appelle les données générées durant une expérience. Quelque part dans notre programme, on va devoir enregistrer, stocker ces données, puisqu'on veut après les envoyer dans un fichier CSV. Donc ça, c'est la première responsabilité. On verra après où est-ce qu'on s'en occupe, comment est-ce qu'on l'implémente. Pour le moment, on sait juste que c'est quelque chose qu'on va devoir faire. Une autre chose qu'on va devoir faire, c'est créer un fichier de sortie et puis obtenir un flux de sortie qui va permettre d'envoyer des données dedans. Donc je vais marquer ça ici. On va créer un fichier de sortie et puis obtenir un flux connecté à ce fichier. Vous vous souvenez, dans le cours, on avait vu que ce n'était pas une bonne idée quand on définissait des méthodes de passer en argument des fichiers ou des sockets, mais que c'était mieux de travailler avec ces flux, ces streams, puisque ça permet d'avoir des API qui sont plus génériques. Donc c'est pour ça qu'ici, j'introduis cette notion de stream. Je me souviens qu'on a vu ça au cours, donc c'est probablement une bonne idée. De nouveau, on verra les détails plus tard. Qu'est-ce que j'ai encore comme responsabilité? Ce qu'on me dit dans le labo, c'est que je dois générer un fichier CSV. Ce n'est pas un fichier XML, ce n'est pas un fichier JSON, ce n'est pas du texte simple, non structuré. Donc, quelque part, je vais devoir être capable de sérialiser. Ici, je vais directement mettre experiment data, mais donc sérialiser des données dans du format CSV. Imagine que j'ai un objet avec certains attributs. Ce que je veux, c'est pouvoir générer un enregistrement en CSV. Donc, c'est vraiment une ligne avec différentes valeurs séparées par des virgules. Ça ne va pas être très compliqué, mais c'est une des responsabilités que quelqu'un va devoir jouer dans le système.
une responsabilité, ça va être de jouer le chef d'orchestre, hein, donc quelqu'un qui va piloter tout le processus, et c'est ça qui est assez important. Souvent, quand on commence à programmer, on va peut-être avoir tendance à se lancer dans une classe qui va essayer de tout faire. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est toujours bien que chacune des classes ait une responsabilité principale bien identifiée, et puis qu'après, elle délègue le travail à d'autres classes. Donc, vous voyez ici, je suis parti, j'ai fait une approche bottom-up où j'ai fait une liste de tâches à faire, pas forcément dans un ordre particulier. Et puis à un moment donné, je dis, ben, il y a quelqu'un qui va s'occuper d'ordonnancer les tâches et puis de déléguer ces différentes responsabilités à différentes classes. Si j'ai tout ça à disposition, ben, je pense que je vais pouvoir déjà avancer un bout. Je ne suis pas sûr d'avoir pensé à tout, c'est pas grave. On va aller un peu plus en profondeur maintenant, commencer à esquisser des classes, esquisser des interfaces, et puis on peut toujours après revenir, rajouter des responsabilités, les séparer, les raffiner. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas être fait de manière strictement séquentielle. Ok. Alors, si on prend les choses, ici, cette idée, on va devoir prendre les paramètres de l'expérience et ce qu'on mesure et les stocker quelque part. Donc, ça, typiquement, c'est une classe que j'appellerais, ben, je ne sais pas, on va par exemple appeler ça myExperimentData. D'accord, ça va être quelque chose qui est spécifique à ce laboratoire où je vais avoir les différents paramètres de ce cas très particulier. Et puis, ce qu'on peut peut-être déjà esquisser, c'est de dire, même si on fait une solution qui est spécifique, on pourrait déjà définir une interface, ce qui permettra après de réutiliser notre code pour d'autres expériences. Là, je vais peut-être un peu vite. Je pourrais me passer de cette étape, mais c'est probablement une assez bonne idée. Qu'est-ce que je vais avoir là-dedans? Ben, pour le moment, je ne sais pas trop, mais je me dis que je vais probablement avoir un constructeur. Et puis, je vais lui passer un ensemble de paramètres. Alors, qu'est-ce que ça va être ces paramètres? Ben, ça va être, par exemple, le type d'opération, ça va être tout à la fin le temps que l'opération a prise, et puis entre-temps, ben, il va y avoir toute une liste. C'est finalement les paramètres que je fais varier pendant mon expérience. Ok. Donc, cette classe, je vais avoir ça, et puis après, peut-être que je vais avoir des méthodes pour accéder à ces données, donc ce qu'on appelle des getters en Java. Pour le moment, je vais mettre ça de côté. Je vais sauter ici. Vous voyez, je fais ça de façon vraiment assez arbitraire, selon l'inspiration du moment. Quelque chose qui est responsable de sérialiser des données en CSV, ben, je vais appeler ça CSV Serializer. Même réflexe qu'avant, je vais me dire, ben voilà, on me demande de faire des choses vers du CSV, mais ce serait assez logique de pouvoir faire ça vers du XML ou vers du JSON aussi. Donc, réfléchissons déjà à une interface e-serializer où je vais déjà définir une partie des méthodes
et puis où je vais faire l'implémentation. Ça ne veut pas dire que dans ce laboratoire, je vais faire plusieurs implémentations, mais d'avoir prévu l'interface, ça va me permettre après, dans les classes qui utilisent le CSV Serializer, de tout de suite utiliser des types de base et d'avoir une API polymorphique. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir comme méthode? Sa responsabilité, c'est de sérialiser des données en CSV. Ben, j'imaginerais assez bien une méthode où je vais lui dire void serialize et puis où je vais lui passer des données. Et c'est là où je suis assez content d'avoir fait mon interface eData que j'ai maintenant à disposition. Donc, pour le moment, c'est ce que j'esquisse ici. Ok, on va parquer ça de ce côté. Responsabilité suivante, quelque chose qui est capable de créer un fichier et de récupérer un output stream. Ben, pour moi, c'est quelque chose qui va s'appeler file quelque chose. Et puis, ben, on pourrait appeler ça un file recorder. C'est une classe qui va être responsable d'enregistrer des données dans un fichier. De nouveau, une petite habitude personnelle, c'est de dire ben, je vais avoir un iRecorder parce que je pourrais plus tard décider d'avoir des recorders qui envoient des choses dans d'autres destinations que des fichiers. Là, je ne suis pas encore très inspiré, je ne sais pas forcément encore très bien quelle méthode je vais exposer, mais c'est pas grave. Mais je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, avec ces trois classes, ces interfaces, ça commence à se dessiner un petit peu. Je suis plus autant perdu qu'au début du laboratoire. Et comme je commence à voir les responsabilités des choses concrètes qui doivent se faire, je me dis, ben maintenant, je pourrais commencer à esquisser le processus de bout en bout, qui est finalement ce que vous avez dans la classe application aujourd'hui dans le processus. Alors, si j'ai ces différentes choses à disposition, quel est le code que j'aimerais bien écrire? Alors, il faut juste que je change l'alignement, ça sera plus agréable. Ben, si on réfléchit ce que je vais faire en séquence, la première chose, je vais devoir créer un recorder. Vous voyez que ça c'est une bonne habitude, même si je veux travailler avec une implémentation, quand je vais déclarer mes variables, je vais toujours utiliser le type plus générique, en l'occurrence mon iRecorder. Donc ici je vais devoir l'instancier et lui donner une classe concrète. Et puis c'est là où je me dis, ah ben de toute façon, à un moment donné, il va falloir que je lui donne un chemin d'accès, un nom de fichier. Donc c'est probablement ici que je lui passerai ce champ. Donc on voit, je n'étais pas très inspiré quand j'avais fait cette classe ici. Mais du coup, je me dis, bah, ouais, ça serait probablement une bonne idée ici d'avoir un constructeur qui accepte un nom de fichier. Vous voyez, des fois, c'est en écrivant du code du point de vue du client
qu'on se rend compte qu'il y a des méthodes qui manquent ou des méthodes qui seraient pratiques. Décidément, je suis embêté avec mon texte. Voilà. Alors, j'ai ce recorder. Ça, je ne suis pas encore sûr que ce sera la version finale, mais je me dis que d'avoir une méthode pour initialiser le recorder, où c'est peut-être là qu'on va ouvrir le fichier, on va peut-être initialiser des compteurs, et puis à la fin d'avoir un recorder.close, où je vais peut-être à ce moment-là vraiment faire un flush dans le fichier, fermer le fichier et libérer les ressources, c'est probablement pas une mauvaise idée. Peut-être que quelqu'un va dire ça sert à rien d'avoir le init, on pourrait le faire directement dans le constructeur. À ce niveau-là, pour le moment, je dis que c'est un point de détail, mais j'aime bien d'avoir ces trois étapes. Première étape, j'initialise mon recorder. Deuxième étape, je l'utilise pendant que je fais mes expériences. Et puis tout à la fin, je le ferme pour nettoyer des ressources. Ensuite, il va y avoir justement toute cette étape où on va faire les expériences. Donc c'est ce que vous avez dans le code de la classe application. Puis ici, je ne vais pas tout taper. Donc ce que je tape quand je suis à ce niveau d'analyse, c'est du pseudocode. Ça n'a pas besoin d'être du code Java. Et puis ça ne va pas être une boucle while, mais c'est pour montrer que ici je vais avoir mes traitements et c'est là où je vais faire les opérations de génération de fichiers de test, où je vais prendre les mesures, etc. etc. Donc cette tâche ici, c'est là où je fais varier les paramètres et puis où je prends les mesures. Donc, à un moment donné, puisque je vais avoir toute une série d'opérations, à l'endroit où actuellement je fais des outputs vers la console, à ce moment-là, au lieu de faire bêtement un output vers la console, c'est là où je vais utiliser mes différentes classes. Et ce que j'aurais envie d'écrire, c'est de dire, voilà, je viens de terminer une expérience, donc j'ai utilisé mon chronomètre et je sais combien de temps ça m'a pris pour générer un fichier avec une stratégie. Est-ce que je fais des entrées-sorties bufferisées? Quelle est la taille de mes tableaux, etc. Toutes ces choses que je fais varier à chaque nouvelle expérience. Je vais ici dire que je vais instancier ici cette classe conteneur dans lequel je vais pouvoir passer les différents paramètres et finalement le résultat. Donc ici, je vais passer P1, P2, P3, etc. Et puis finalement, duration. Ces éléments-là, ici, ça, il faudra que vous regardiez attentivement dans le code. Mais si je viens dans une des méthodes qui génère les données test, vous voyez que c'est éclaté un petit peu partout. La stratégie, c'est quelque chose que je reçois en paramètres. Le nombre de bytes que j'écris aussi et la taille de bloc aussi. Donc ces différents paramètres que j'ai reçus ici, le temps qui a été nécessaire pour générer le fichier, c'est ce que je vais retrouver dans ces éléments ici. Une fois que j'ai généré ces données, je vais pouvoir utiliser mon recorder et puis lui dire que je veux faire un record de data. Et c'est là où tout à coup je me rends compte, voilà, j'étais pas très inspiré à ce moment-là. Ici, il faut certainement avoir une méthode
qui s'appellerait, donc elle retourne un void, record, et puis on lui passe un iData. Par contre, ça c'est quelque chose qu'on va définir au niveau de l'interface. Tous les recorders doivent être capables de recorder des données. Ben, finalement, avec ça, j'ai la structure principale de mon projet, hein, de mon programme. Je vais ici, chaque fois que j'ai ces lignes ici, où j'affiche des choses sur la console, ben, au lieu d'afficher seulement sur la console, je vais créer un conteneur de données et demander à mon recorder de l'enregistrer. Donc là, on a déjà fait un bon bout. Maintenant, il nous reste encore quand même quelque chose à régler, et notamment comment est-ce que le file recorder va être capable de déléguer des choses au serializer. Hein, puisque lui, quand il va implémenter record, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il puisse déléguer vraiment la sérialisation de iData en CSV à quelqu'un. Ce n'est pas lui qui veut faire ça. Donc là, on voit aussi que probablement que quand je crée mon file recorder, il faut aussi que je lui passe un serializer pour qu'il puisse déléguer son travail. Ça veut dire que ici, je vais aussi avoir besoin de cette classe, de cette instance, pardon. Donc je vais ici faire iSerializer serializer égale new, et cette fois-ci, je vais lui passer CSV serializer. Voilà. Donc si maintenant je réfléchis à comment est-ce que je vais implémenter ce record dans la classe file recorder, ou dans une classe, on pourrait imaginer qu'on ait une classe abstraite qui implémente cette partie-là. Donc si j'écris mon code, donc l'implémentation de public void record iData data, ce que j'aimerais faire, c'est serializer.serialize data. Imaginons que on ait ça à disposition. C'est prometteur, mais il manque quand même encore quelque chose. Parce qu'on a parlé de flux, puis pour le moment, je n'ai pas encore utilisé flux. Donc là, il y a quelque chose qui coince, mais je ne sais pas encore très bien quoi. Bon, je ne sais pas encore très bien quoi. On va de nouveau, on va maintenant commencer à écrire du code pour voir petit à petit comment on fait les choses concrètes. Qu'est-ce que je vais faire en tant que CSV serializer pour implémenter cette méthode ici? Vous voyez que ici, si je fais cette méthode, c'est là où j'ai deux choses à faire. La première chose, ça va être vraiment de générer la ligne CSV. Donc ça, je garde pour plus tard. Mais imaginons que j'ai réussi à générer quelque chose comme ça. On verra après, hein, ça c'est quelque chose à faire plus tard. Mais à un moment donné, maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est écrire ça dans un stream. Hein, donc j'aimerais bien pouvoir faire, imaginons qu'on ait un print stream.
j'aimerais bien pouvoir faire un printstream.println de CSV. Mais il vient d'où ce printstream? Ah, c'est là où je me rends compte que c'est là où je vais avoir la connexion entre le file recorder et puis le CSV serializer. Donc là, il y a différentes façons de faire. Ce que j'essayerais dans un premier temps, je dirais, pour serialiser, il faut lui passer des données et puis il faut lui passer un print stream, un print writer. D'ailleurs, là, je fais ça de tête. Je ne suis pas absolument sûr que j'utilise les bons noms de classes et d'interfaces Java. Je le fais vraiment à la volée. Il faudra après vérifier que j'ai utilisé les classes les plus appropriées. Là, le but, c'est plus de vous montrer la structure. Le code que j'écris ici, il ne faut pas le prendre, le copier et le coller dans un IDE parce que ça va probablement pas marcher du premier coup. Mais ça ne devrait pas nécessiter énormément d'adaptation pour fonctionner. Donc là, je me rends compte, j'ai pas fait ça très proprement. Mais d'ailleurs, maintenant j'ai un doute parce que je crois que c'est quand même print stream. Je vous laisserai regarder ça vous-même. Et puis, comme j'ai pas beaucoup de place ici et que j'ai pas beaucoup de code, on va utiliser PS. Ça ira très bien. Ok. Donc lui, sa responsabilité, c'est de générer le CSV et ensuite de l'envoyer vers le flux. Mais pour pouvoir faire son boulot, il doit pouvoir recevoir un flux. C'est là où ici, on va lui passer le PS. Puis vous vous souvenez, on avait fait cette méthode init. Donc c'est peut-être ici. Que je vais avoir file output file égale new file 10.filename, puisque dans le constructeur on a passé un argument, donc on imagine qu'on a défini une variable ici. Ensuite, je vais avoir un 10.printstream égale new printstream de output file. Et là, ce code que j'ai écrit, je suis à peu près sûr qu'il est faux. De nouveau parce que je fais ça de tête. Vous voyez, c'est là où c'est peut-être à ce moment-là que je passerai de la page de dessin vers NetBeans, vers mon IDE où j'aurai accès au Javadoc et où je pourrai taper du code qui va être du code exécutable et propre directement. Parce que maintenant, personnellement, je suis lancé sur les rails. Je sais que je ne suis pas encore complètement au bout, que je n'ai pas résolu tous les soucis, mais au moins je suis plus complètement perdu et je vois que la structure de mon programme, elle est dessinée. Donc vous voyez, l'idée c'est que dans init, je vais ouvrir le fichier, obtenir mon flux de sortie, et puis après, dans record, je vais toujours passer ce print stream pour qu'il puisse être utilisé par mon collaborateur. Et puis j'ai fait ici, on avait parlé de la méthode close. Dans la méthode close, c'est là où je fermerai le fichier, où je libérerai la ressource. Avec ça, je crois qu'on a fait à peu près 80-90% du travail. Il reste un point d'interrogation, c'est comment est-ce que je génère ce CSV, puisque j'ai reçu des données. Mais maintenant, il va falloir que je
que je génère pas une chaîne de caractères statique, mais vraiment que je le fasse ici. Donc comment est-ce que je pourrais faire ça? Là, je vais peut-être pas forcément le noter, mais je vais vous expliquer quelle est l'idée. iData, ça va stocker des valeurs, mais ces valeurs, elles vont être chaque fois différentes. Donc, si je réfléchis en structure de données, probablement que ici, je vais avoir un map où j'aurai les clés qui seront des chaînes de caractères et puis les valeurs qui seront des objets. Donc, comment est-ce que je vais utiliser ça? Je vais utiliser ça pour stocker les différentes choses que j'ai passées ici. Donc, on imagine que dans le constructeur, je ferai un values.put operation et ensuite la valeur de l'opération. Imaginez que vous avez ce map qui contient des clés valeurs. Quand vous êtes ici, si vous avez le moyen de faire par exemple un data.getKeys et ensuite un data.getValue et entre parenthèses de lui passer le nom de la clé, vous pouvez récupérer les valeurs qui sont stockées ici. Donc ça veut dire que en ayant cette structure de données ici et en définissant les bons getters, les bonnes méthodes qui commencent par get, ben vous allez vous en sortir, puis vous allez pouvoir générer cette chaîne CSV avec cette valeur-là. Là, on n'a pas traité le cas de la première ligne, puisque assez souvent, dans un fichier CSV, si je reprends mon exemple, on aime bien avoir la première ligne qui est le nom des colonnes, et puis ensuite les suivantes, elles contiennent les valeurs. Mais ça, sur cette base, je pense que c'est pas très difficile de compléter le code. Avec l'API map, vous avez la possibilité d'interroger, de récupérer la liste des clés. Okay. Donc, je vais terminer ici. De nouveau, ce code-là, il ne faut pas le copier-coller parce que juste comme ça, il va pas fonctionner. Il y a certainement des erreurs et je n'ai pas relu, je l'ai fait à la volée. Mais le plus important, c'est d'avoir vu ce processus de décomposer un problème en très petits problèmes, de les prendre les uns après les autres, de ne pas chercher à avoir toutes les réponses tout de suite, c'est pas grave, c'est quelque chose qu'on construit au fur et à mesure, on peut revenir en arrière, on peut modifier, on a une gomme, on efface et on recommence. Mais finalement, les choses deviennent de plus en plus concrètes et puis au final, on a quelque chose qui va marcher. On va toujours pouvoir discuter, on va toujours pouvoir challenger la signature des méthodes, peut-être qu'il y a des façons qui seraient plus élégantes, plus génériques, mais disons qu'avec cette première version, vous êtes capable d'atteindre les objectifs du laboratoire, puisque vous allez être capable de générer un CSV, de l'importer dans Excel, et puis finalement de représenter les résultats de l'expérience. Donc j'espère que cette présentation vous a aidé. Si vous étiez complètement perdu et si vous ne saviez pas comment commencer, mais c'est vraiment quelque chose que je vais répéter souvent, quel que soit le problème, que ce soit quelque chose d'assez petit comme ce laboratoire ici, ou que ce soit quelque chose de gros comme un projet de semestre par exemple, ne vous laissez pas intimider, décomposez toujours le problème en sous-problèmes, posez bien les choses, et puis vous verrez qu'au final, c'est pas si difficile et c'est pas si intimidant. Alors, je vous souhaite bon courage pour l'implémentation du labo et j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles.